On va donc changer de sujet et déconstruire notamment pas mal d'idées préconçues et fausses sur cette maladie, l'épilepsie. Nous avons fait appel pour cela à vous, Christophe Lucas, bonjour. Oui, merci beaucoup. Lucas, je me trompe peut-être. Lucas, très bien. Alors vous êtes président d'Épilepsie France, vous représentez donc les patients. Et avec nous également en ligne, le professeur Fabrice Bartolomei. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service d'épileptologie et de rythmologie cérébrale à l'hôpital de la Timone à Marseille. Alors pour commencer, Christophe, je me tourne vers vous. Je crois que c'est pas une maladie si rare que cela, l'épilepsie. On en parle très peu, mais il y a vraiment pas mal de personnes touchées en France. Alors en France, on estime que c'est 1% de la population, c'est-à-dire un peu plus de 650 000 patients aujourd'hui. Et donc indirectement, il y a 5 millions de personnes avec les familles, leurs aidants qui sont touchés par l'épilepsie. Et il y a 110 nouveaux cas d'épilepsie par jour diagnostiqués. Donc ça veut dire c'est pas une maladie orpheline. Pas du tout, non. Ouais, ça fait beaucoup. Alors, on a l'impression que les enfants font davantage de crises d'épilepsie. Est-ce que c'est vrai ou pas, professeur? Le plus souvent, ça se déclenche dans l'enfance, non? Alors en fait, non. Enfin, l'épilepsie, c'est même globalement plus fréquent chez l'adulte. En fait, il faut voir qu'il y a deux périodes de pic d'apparition des premières crises d'épilepsie qui sont effectivement l'enfance. Et puis il y a un deuxième pic de survenue chez l'adulte après 50 ans. Mais globalement, il faut quand même retenir que l'épilepsie, c'est un ensemble de maladies qui peut arriver à tous les âges, en fait. Professeur Bartolomei, est-ce qu'on connaît aujourd'hui les causes? Je dis parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs. Est-ce que, par exemple, les personnes victimes d'un AVC sont plus à risque ou pas? Oui, c'est un exemple de cause possible. En fait, les épilepsies sont des maladies du cerveau qui sont caractérisées par donc la survenue de crises d'épilepsie, c'est ce qu'on voit le plus chez nos patients, et qui sont elles-mêmes dues à des changements brutaux de l'activité électrique cérébrale. Hein. Le cerveau produit des rythmes électriques qui sont nécessaires à son fonctionnement, et une altération transitoire de ces rythmes, c'est ce qui traduit la crise. Alors, à quoi ça peut être dû? Bien, il peut y avoir des facteurs génétiques, des mutations parfois sur certains gènes sont connues, des malformations du cerveau ou des lésions acquises. Vous avez parlé des accidents vasculaires cérébraux. Il peut s'agir d'un traumatisme crânien ou d'une infection cérébrale qui peut être à l'origine de ces crises. Mais il faut aussi souligner qu'il y a beaucoup d'épilepsies dans lesquelles la cause n'est pas connue. Oui. Professeur, quand on pense à l'épilepsie, forcément, on pense d'abord aux crises de convulsions avec la bave là qui sort de la bouche, tout ça, ça nous fait peur d'ailleurs, mais c'est pas que ça, loin de là. Hein. Alors ça, évidemment, ça correspond aux crises où il y a des convulsions, hein, ce qu'on appelle notamment la crise généralisée tonico-clonique. Mais il y a de très nombreuses crises d'épilepsie qui correspondent pas à cette description. Qui sont souvent assez mal connues d'ailleurs. Toute crise d'épilepsie peut transitoirement perturber une fonction cérébrale. C'est pour ça qu'on peut avoir des modifications transitoires de la perception sensorielle, par exemple des hallucinations, des modifications de la conscience, hein, avec quelqu'un qui va avoir une rupture transitoire du contact, hein, qu'on appelle souvent des absences, des troubles transitoires de la motricité, des troubles transitoires des émotions, des moments de confusion, ou un tableau parfois moins spécifique de malaise. Donc il faut évidemment sortir de cette image de la crise convulsive, et c'est vraiment pas du tout la seule crise pour nos patients. Donc des symptômes très divers. Christophe Lucas, je me retourne vers vous. C'est un problème pour les patients, cette représentation encore qu'on a donc dans nos têtes de la crise d'épilepsie avec convulsions. Enfin, beaucoup de gens pensent encore que c'est que ça. Déjà, hormis certaines stigmates de crise d'épilepsie, globalement, c'est une maladie invisible. C'est-à-dire que quand on va vous côtoyer au quotidien beaucoup de gens autour de vous qui sont atteints d'épilepsie. J'étais sur une conférence sur le sport avec Arnaud Birabin vendredi soir, et il nous expliquait que, par exemple, en Ligue 1, on a 4 joueurs professionnels qui sont épileptiques. Donc, en fait, au quotidien, on en côtoie beaucoup. Donc, comme c'est invisible, on se rend pas compte des impacts. Et puis, ce qu'on ne voit pas, c'est tout l'impact de la maladie en général au quotidien pour un patient, ou même pour un enfant. C'est-à-dire, le médicament va ralentir, là, l'épilepsie va le fatiguer, et on va se rendre compte qu'en fait, c'est très compliqué de réadapter son quotidien avec une épilepsie. Mais vous, Christophe, comment vous vous êtes rendu compte que votre fils était épileptique? Il y a eu des signes avant la première crise? Alors, avant la première crise, il y a eu des signes, mais je n'étais pas formé, ni informé, ni sensibilisé aux épilepsies auparavant. Donc, je les ai pas vus et je les ai su beaucoup plus tard. C'est-à-dire que c'était un enfant qui était un petit peu tête en l'air, on va dire, en classe. J'avais des enseignants qui disaient Pierrot la Lune, des choses comme ça. Et en fait, à partir du moment où il a fait une première crise convulsive, par contre, le diagnostic a commencé à être posé petit à petit.
Donc voilà, je dirais que maintenant, j'appelle les familles à, dès qu'ils voient un enfant faire des crises ou des choses comme ça, ne pas hésiter à les filmer et de les montrer à leur neurologue. Alors pas pour les mettre sur les réseaux sociaux évidemment, mais leur neurologue, puisque la lecture d'une image d'un neurologue est beaucoup plus importante que de l'explication verbale. Très bien, on n'en a pas terminé avec vous, on va continuer à parler d'épilepsie ce matin, et si on parle aujourd'hui, c'est justement pour essayer de déconstruire les nombreuses idées reçues qui circulent sur cette maladie et qui pénalisent beaucoup trop souvent les patients. On met donc les choses au clair ce matin sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1, c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. Nous sommes toujours en train de parler d'épilepsie ce matin à l'occasion de la journée mondiale contre cette maladie dont on parle trop peu. Alors nous ici, on rompt le silence avec vous d'abord Christophe Lucas. Oui, merci. Vous êtes président d'Épilepsie France. Avec nous également en ligne le professeur Fabrice Bartholomei, chef du service d'épileptologie et de rythmologie cérébrale à l'hôpital de la Timone à Marseille. Alors Christophe, je crois que les patients atteints d'épilepsie que vous représentez sont encore aujourd'hui beaucoup trop souvent victimes d'idées reçues sur la maladie. On a parlé tout à l'heure des symptômes qui sont, les gens ont en tête vraiment la crise convulsive avec la bave, etc. Et c'est pas que ça. Mais il y en a d'autres. Hein. C'est quoi les principales idées reçues? On entend souvent que les gens sont possédés. Mais encore en 2022, ça? Oui, je vous assure. Et c'est pas propre à des pays, on va dire, du sud du monde. Hein. C'est vraiment, en France, vous avez des familles qui disent ça. J'ai même entendu lors de sensibilisation dans des beaux quartiers de Paris, dans une école, où les parents m'ont dit, vous comprenez, on peut pas accepter ce petit garçon dans la classe parce que j'ai pas envie que mon enfant attrape aussi l'épilepsie. Ah oui. Donc c'est pas contagieux, il faut leur dire. On en est là et dans des populations qui est quand même... On a des choses quand même aberrantes. Donc c'est pour ça qu'on travaille aussi au niveau de l'association, hormis le fait qu'on aide les patients et leurs familles, on essaie de dédramatiser les situations et de dédiaboliser en fait tout ce qui est dit autour et les absurdités qui sont dites autour. Alors face à quelqu'un qui fait une crise, là aussi il y a des idées fausses, hein, notamment sur les bons gestes à réaliser. Je crois par exemple que mettre quelque chose dans la bouche, c'est une fausse bonne idée, c'est bien ça? C'est une excellente fausse bonne idée en fait, effectivement. Faut pas le faire quoi. Pas du tout, parce qu'en fait on croit que la personne risque d'avaler sa langue, etc. La langue étant plus large que la trachée, la personne ne va pas avaler sa langue. Ça peut pas arriver ça. Ça peut pas On l'a tellement entendu, c'est fou. Alors si vous mettez un stylo, un bout de bâton, vous risquez justement de créer un accident au niveau de la respiration, et si vous mettez votre doigt, vous risquez de le perdre. Le perdre, c'est le cas, puisque la violence de la crise tonico-clonique pourrait permettre de casser ou de rompre quelque chose. Alors professeur Bartholomei, justement face à une crise d'épilepsie, une bonne fois pour toutes, c'est quoi la bonne conduite à tenir? Alors face à la crise classique effectivement qu'on a en tête, hein. Oui, parce qu'il faut effectivement dire que ça dépend du type de crise. Des crises qui se manifestent que par une modification transitoire de la perception, de la pensée, de la conscience, il n'y a pas de geste particulier à faire. Pour les crises qui comportent une perte de connaissance et des convulsions, je dirais que la première chose, c'est de ne pas nuire, et effectivement, comme l'a dit Christophe, il faut absolument rien mettre dans la bouche. Il y a ce grand mythe du fait qu'on puisse avaler sa langue. Non, il n'y a pas de risque de ce côté-là. Donc il faut mettre le patient en position latérale de sécurité et vérifier qu'il soit lui-même en sécurité, et vérifier sa bonne récusation qui se fait en général en quelques minutes. Le mettre dans le noir, ça aussi on l'entend parfois. Non, ça n'a pas d'utilité particulière. Non, il faut non, il n'y a pas d'utilité. Alors oui, allez-y. Oui, non, je me disais, Christophe, que le regard des autres pour les enfants, notamment en âge d'être scolarisés, c'est quoi en fait? Ça dépend, je crois, du niveau d'études. Dans la petite enfance, le regard est plutôt complaisant et plutôt angoissant pour les petits enfants. Enfin, compassion, quoi, c'est ça. C'est plutôt compassionnel et compagnie. Dès que vous rentrez un peu l'âge un peu plus... Comment on évolue vers l'adolescence, qu'on avance vers l'adolescence. Voilà, on a des regards un peu plus moqueurs, les risques. Et puis, on a le regard de l'autre, mais il y a aussi le regard du patient. C'est-à-dire que moi, je l'assume en tant que président d'une association de représentants de patients, de dire que le patient, lui aussi, a peur du regard de l'autre, parce qu'il a peur de la crise. Et ce qu'on imagine rarement, c'est que le patient, lui, il a peur de faire la crise parce qu'il va être déconnecté à un moment donné. Donc ça, il y a un choc quand même cérébral à ce moment-là, hormis la crise elle-même, il y a un choc temporel, on va dire. Et puis, il y a aussi le risque dans une crise tonico-clonique, de se dire en public, je vais peut-être avoir ce qui est
pas systématiquement le cas pour les crises tonico-cloniques, mais il peut y avoir des urines relâchées ou des selles. Et dans ces cas-là, parce que la crise était très forte et très violente, c'est plutôt exceptionnel, je tiens à le dire. Mais les gens ont peur de ce regard-là. Imaginez dans une cour de récréation un adolescent ou une adolescente qui a 12-13 ans, qui se retrouve dans une cour de récréation ou dans une classe à faire une crise et perdre ses urines. Elle va avoir un choc. Et ça va être cette angoisse-là qui pour ces adolescents, qu'il faut accompagner en fait. Surtout des adolescents qui peut-être équilibrés ne feront pas de crise, mais on vit avec cette angoisse-là qui est terrible. Est-ce que justement, dans l'éducation nationale, est-ce que les maîtres et les maîtresses, par exemple, là je parle des plus petits, ont encore peur d'avoir à gérer par exemple un enfant épileptique? Ça, on l'entend beaucoup. Vous avez des retours comme ça de patients? C'est ce que l'on fait au niveau de l'association. On fait beaucoup de sensibilisation au milieu scolaire et en entreprise. Et en milieu scolaire, en fait, l'idée est de rassurer les enseignants. C'est quand même parce que c'est là où on a le plus de blocage. Les équipes en dehors les directeurs, etc. On a plutôt un bon accueil. Les enseignants, on a plutôt des craintes pour qu'on peut comprendre. Ils ont une classe de 20, 25 élèves. Il y a une crise. Il faut savoir ce qu'on doit faire. Voilà. Donc l'objectif, nous, en sensibilisant, c'est aussi de leur côté, toujours dans l'esprit de dédramatiser la situation et leur permettre de se mettre en confiance vis-à-vis de l'événement. Alors professeur, si vous deviez faire passer un message aux instituteurs ou aux professeurs qui nous écoutent par rapport à l'épilepsie, ce serait lesquels ? Je pense qu'il y a une première action qui est de la formation de ces instituteurs, de ces professeurs à ces maladies et l'essentiel, c'est qu'ils soient compréhensifs, bienveillants et rassurants. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend, professeur. Je vous en prie, continuez. Oui, désolé. Non, il faut bien comprendre que la crise en elle-même est un phénomène transitoire, mais qui peut parfois donner une fatigue prolongée, des troubles de la concentration. Donc il y a toujours une nécessité à chaque cas que l'enseignant soit auprès de l'élève. Professeur, est-ce qu'un épileptique aujourd'hui qui suit correctement son traitement, alors bien sûr il y a des épilepsies résistantes, mais dans les épilepsies classiques, on va dire plus classiques, est-ce que du coup le fait le risque qu'il fasse une crise, cet enfant, il est quand même assez rare, non ? Oui, bien sûr, une majorité de patients n'ont plus de crise sous traitement bien conduit, et c'est une efficacité qui se maintient à long terme, et beaucoup d'enfants avec épilepsie peuvent avoir une scolarité normale, des performances tout à fait normales. C'est le cas d'une majorité quand même de patients. Christophe, on a parlé de l'école, mais même à la maison, les malades sont souvent victimes de la méconnaissance de la maladie au sein de leur propre famille. Tout à fait, oui. Ça se manifeste de quelle façon le plus souvent ? L'un des points importants au niveau quotidien, parce que les accidents domestiques sont très importants chez les patients et surtout chez les enfants. Nous, on avait créé une application qui s'appelle Tricky Life. Je vous invite à partager, qui permet de prévenir des accidents domestiques en cas d'épilepsie. Et souvent, les familles, on leur explique que s'ils ont une baignoire, votre enfant, et s'il est épileptique, vous évitez qu'il prenne un bain, et seul. Alors, vous pouvez l'accompagner dans la salle de bain, c'est pas toujours pratique, mais seul, parce que la majorité des décès d'épilepsie sont dus à des accidents domestiques et souvent la noyade en baignoire. Je vous le dis pas en piscine ou en mer, mais c'est souvent en baignoire. Donc voilà. Faut faire très attention, effectivement. On a quelques questions d'auditeurs, je vous les pose, Christophe. On a déjà Anne-Claire, Roland au 3921 qui évoque les chiens qui pourraient prévenir une crise d'épilepsie. Est-ce que c'est vraiment prometteur, ça ? Ah oui, très prometteur. Et je vais citer ici Andy Chien, avec qui nous sommes partenaires depuis l'an passé, qui livre à peu près une douzaine de chiens d'assistance et de détection de crise depuis quelques années. Ils ont une formation et un savoir-faire qui est exceptionnel, qui permet, dans un chien d'assistance, quelques minutes avant une crise, de pouvoir prévenir le patient qu'il va faire une crise et de se mettre en sécurité. Alors ça lui permet cette partie-là, mais l'autre partie, ça lui permet aussi de se sentir à l'aise et de vivre au quotidien beaucoup mieux avec sa maladie. Alors pour terminer, il faut le dire, être épileptique n'empêche pas d'avoir une vie normale et même de faire de grandes choses. D'ailleurs, des personnes très connues sont épileptiques ou étaient épileptiques. Je crois qu'il y avait un grand chanteur, Prince. Il y avait Prince, il y avait l'écrivain Gustave Flaubert, Dostoïevski, Socrate, etc. Einstein aussi, tout à fait. Donc l'épilepsie, c'est pas parce que la personne est épileptique qu'elle n'a pas de capacité neurologique. Elle a juste, pour certains, un ralentissement et d'autres des fatigues ponctuelles. Bon, très bien. Et vous confirmez, professeur Bartholoméi, j'imagine ? Oui, tout à fait. Je pense que ce sont de beaux exemples pour donner du courage à tous nos patients et
voilà, ce sont des exemples à suivre. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Oui, un petit mot pour terminer. Dans nos témoignages que l'on a cette année, on a notre marraine Ava, qui est chanteuse, qui est épileptique elle-même, et le chanteur Félix du groupe No Money Kids, qui est chanteur et que vous pouvez retrouver sur nos pages qui ont publié aujourd'hui. Et je voulais remercier ici Stromae qui nous a apporté son soutien cette année pour la journée internationale aussi. Bon, bah c'est fabuleux, et merci. Frédéric Bourali, notre parrain évidemment, qui est vraiment très précieux. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. On y voit plus clair grâce à vous. Donc l'épilepsie, on en a parlé aujourd'hui sur Europe 1. Merci. Et n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à partager toutes ces explications sur ces idées reçues qui circulent encore et qui discriminent à tort les patients petits ou grands touchés par cette maladie.